Madame la Présidente, chère Marie-Béatrice, pour cette belle introduction. Et puis merci surtout pour les propos que vous avez tenus à propos de l'OIT et des activités que le bureau de l'OIT à Paris essaye de mener. Et moi aussi, je me réjouis des partenariats qu'on a su nouer au cours de ces dernières années. Donc c'est vrai que la période est chargée avec la préparation de la conférence internationale du travail qui commence la semaine prochaine à l'occasion du centenaire de l'OIT, à l'occasion aussi de la réunion des ministres du travail du G7 qui se tient sous présidence française demain et vendredi. Mais c'est très sincèrement un plaisir d'être là et un honneur d'ouvrir vos travaux. Et c'est pour moi l'occasion de partager avec vous donc quelques réflexions sur le futur de travail, l'avenir du travail en relation avec la célébration du centenaire de l'OIT. Et j'ai d'autant plus de plaisir à le faire aujourd'hui devant vous que l'AFEPEM, avec les partenaires sociaux de la branche de l'emploi à domicile, ont développé incontestablement un modèle d'emploi particulièrement innovant, un modèle de relation du travail qui finalement aujourd'hui compte beaucoup dans la vie quotidienne des Français. Et c'est grâce à la négociation collective dans cette branche et grâce au dialogue social que ce modèle d'emploi s'est construit dans une logique d'amélioration continue, non seulement de l'emploi, mais aussi des droits, de la qualité et des conditions de travail. Et aujourd'hui, ce modèle d'emploi, assis sur la convention collective du particulier employeur et de l'emploi à domicile, j'imagine que c'est toujours l'un des best-sellers des conventions collectives éditées encore aujourd'hui. En tout cas, c'était le cas il y a déjà pas mal d'années quand au ministère du Travail, je m'occupais de ces questions. Donc aujourd'hui, ce modèle d'emploi est une référence, bien sûr en France, mais c'est une référence aussi en Europe, et même, j'ose le dire, dans le monde. Et ce faisant, vos efforts, et là je parle de vos efforts collectifs, de l'ensemble des partenaires sociaux de la branche, pour développer le travail décent dans le travail domestique, on rejoint et rejoignent, et j'en suis sûr, rejoindront les efforts que l'OIT mène au plan international. Alors, l'OIT, dont on célèbre donc cette année le centenaire, cela a été dit, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord une organisation normative. Les normes internationales du travail sont encore aujourd'hui le principal instrument conféré par la constitution de l'organisation pour mettre en œuvre ce mandat en faveur de la justice sociale dans le monde et en faveur du travail décent. Et aujourd'hui, 189 conventions, la dernière convention, la 189e, vise précisément le travail domestique, et 205 recommandations, donc des documents non contraignants, à la différence des conventions internationales. L'ensemble de ces normes couvre aujourd'hui l'ensemble des travailleurs, quel que soit leur secteur d'activité, quelle que soit leur nationalité. Elles protègent leurs droits, qu'il s'agisse des droits fondamentaux du travail, la liberté d'association, la reconnaissance effective du droit de négociation collective, l'élimination de toutes les formes de travail forcé ou obligatoire, l'abolition effective du travail des enfants et l'élimination des discriminations en matière d'emploi et de profession. Donc qu'il s'agisse de ces droits fondamentaux, qu'il s'agisse aussi de la protection de la santé au travail, qu'il s'agisse de la protection sociale ou du dialogue social. Et cette dimension normative, qui était donc présente dès 1919, dès l'adoption et la création de l'OIT, cette dimension normative s'inscrit aujourd'hui pleinement dans la stratégie que Marie-Béatrice vous avez rappelée, la stratégie des Nations Unies pour le développement durable. Et c'est donc dans ce contexte que l'OIT s'efforce d'apporter un appui constant à nos mandants tripartites dans le but de répondre à tous les défis considérables du développement humain, de la création d'emplois décents et de l'égalité professionnelle. Alors, célébrer le centenaire de l'OIT,
C'est célébrer donc le centenaire de la plus ancienne des organisations du système multilatéral, et c'est l'occasion aussi de rappeler la valeur du tripartisme. C'est l'occasion d'examiner l'héritage de 100 ans d'histoire et d'action en faveur du travail décent pour mieux affronter, parce que c'est quand même ça aujourd'hui qui est important, pour mieux affronter les défis de l'avenir du travail. Et c'est aussi l'occasion, là je me place un moment sur le terrain des valeurs, parce que c'est important, c'est aussi l'occasion de souligner que le travail, on l'oublie parfois, y compris dans ces réflexions prospectives sur l'avenir, c'est l'occasion de souligner que le travail ne se réduit pas à une valeur marchande ou à un coût. Le travail, il y a des femmes et des hommes derrière, le travail c'est une dimension essentielle du développement humain, et il est considéré comme tel dans cette fameuse stratégie des Nations Unies pour le développement durable. Alors un mot sur le tripartisme, puisque c'est véritablement ce qui fait la caractéristique, la spécificité de l'OIT parmi les organisations internationales. C'est ce qui en fait aussi la force. Le dialogue social se manifeste à tous les niveaux de la gouvernance et des activités de l'OIT, y compris dans sa coopération au développement. Et grâce aux partenaires sociaux, l'OIT s'inscrit dans cette proximité avec les acteurs du monde du travail, des entreprises, des réalités économiques et sociales de notre époque. Et c'est probablement l'une des explications de la longévité de cette organisation. Et encore une fois, l'expérience française du dialogue social dans la branche de l'emploi à domicile et du particulier employeur montre, et a montré ces dernières années, la capacité transformatrice, je dirais, du dialogue social pour passer d'un modèle d'emploi souvent informel à un modèle d'emploi moderne, assorti de droits et de garanties, et aussi un modèle gage de professionnalisation continue des services offerts. Et le dialogue social, il est d'autant plus important aujourd'hui que nous vivons précisément une période de profonde mutation du travail, de profonde mutation de l'entreprise et des relations professionnelles. Alors, je vais m'arrêter un moment aussi là-dessus. C'est pas la première fois dans l'histoire de l'humanité que le travail se transforme sous l'effet des innovations technologiques. Mais je crois que ce qui est nouveau et peut-être inédit, c'est le rythme accéléré de ces changements qui remettent en cause les protections associées à l'emploi, l'organisation du marché du travail, les conditions même de la compétition entre entreprises, parce qu'il ne faut jamais oublier que le droit du travail, il est certes né d'un objectif de protection des gens, des femmes et des hommes, mais il est aussi né d'un besoin de régulation des conditions de la concurrence sur les marchés. Et dans un rapport que l'OIT a publié le 22 janvier dernier, qui lançait la célébration du centenaire, nous avons mis en avant trois transitions majeures que vivent d'ores et déjà les femmes et les hommes au travail. La première de ces transitions, c'est la transition numérique. Ça ne vous surprendra pas que l'on mette en avant ce premier facteur de transformation du travail. Bien évidemment, avec l'économie des plateformes, le numérique, on l'a d'ores et déjà constaté, bouleverse les modèles économiques. Il remet en cause le caractère exclusif d'une relation binaire d'emploi héritée des décennies précédentes et des 30 glorieuses. Et il commence aussi à modifier nos représentations collectives du travail et de la relation de travail. C'est peu de dire aussi que le numérique transforme les métiers, davantage d'ailleurs qu'il ne détruit les emplois. L'OCDE l'a récemment rappelé. C'est en réalité quelque chose qui soulève un formidable défi en termes de formation professionnelle, en termes de développement des compétences. C'est aussi un gisement considérable de productivité et donc de croissance qui appelle aussi une vraie réflexion, je crois, sur la façon de contenir et de prévenir les inégalités qui se développent et qui s'accroissent sur le marché du travail et sur la façon de mieux répartir les richesses. Un tout petit mot là-dessus. À l'échelle du monde, les inégalités, vous le savez, n'ont jamais été aussi importantes, puisque un quart du revenu national est aux mains de 1% de la population.
alors que la moitié la plus pauvre de l'humanité se partage 12% du revenu. Et je dis cela dans le cadre de cette réflexion rapide, vous m'en excuserez, sur la transition numérique, parce que ces innovations technologiques ne sont probablement pas totalement étrangères à cette évolution des inégalités, puisque de plus en plus d'analyses soulignent la polarisation du marché du travail, la polarisation de l'emploi en fonction précisément des compétences acquises, et probablement qu'un des moyens les plus efficaces à moyen terme pour contenir ces inégalités se trouve précisément dans les politiques de formation et l'accès aux compétences numériques. Transition numérique, donc transition démographique aussi, je serai plus rapide là-dessus, mais c'est important de le souligner. Je pense que ça concerne aussi de très près la prospective que vous pouvez développer sur vos métiers. La population, non seulement la population mondiale vieillit, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, compte tenu de l'augmentation de l'espérance de vie, mais la population en âge de travailler d'ici 2050 va baisser. Elle va baisser dans toutes les régions du monde, donc c'est un phénomène inédit dans l'histoire de l'humanité. Elle va baisser dans la plupart des régions du monde, sauf en Afrique, qui reste un continent à la démographie extrêmement dynamique. Donc ce vieillissement, évidemment, emportera des conséquences importantes. Enfin, la transition écologique, la lutte contre le réchauffement climatique imposera, c'est une certitude, de nouvelles façons de travailler. L'OIT essaye de s'y préparer et d'y préparer nos membres, nos mandants, de nouvelles façons de travailler, de la même façon que cette transition écologique impliquera de nouvelles façons de produire et de nouvelles façons de consommer. Alors, je n'ai pas le temps de développer dans le détail ni ces défis, ni les recommandations du rapport de la Commission mondiale sur l'avenir du travail, mais je voudrais terminer mon propos en soulignant un des enjeux, je crois, des transformations du travail en cours qui touche précisément le secteur des services à la personne, le secteur du care, comme on dit en bon français, et qui concerne de près le secteur de l'emploi à domicile. Alors, au plan quantitatif, ce secteur est d'abord un formidable gisement de création d'emplois. C'est probablement aujourd'hui à l'échelle du monde le plus gros gisement de création d'emplois. Lorsqu'on y inclut l'éducation, on a aujourd'hui 9 millions de 2 millions d'hommes, 11,5% de l'emploi mondial, c'est 20% de l'emploi féminin, et certaines projections laissent penser que d'ici 2050, ce nombre d'emplois pourrait doubler, notamment pour faire face aux besoins du vieillissement démographique. Si l'on prend uniquement l'emploi dit domestique, au plan international, c'est le terme qu'on utilise, on parle de 70 millions d'emplois, dont 50 millions de femmes, écrasante majorité de femmes, et c'est un peu plus de 2% de l'emploi mondial, avec là aussi des perspectives de croissance importantes. Alors cet enjeu purement quantitatif, à travers ces chiffres, amène nécessairement à souligner un enjeu, cette fois-ci, plus qualitatif. Comment est-ce qu'on peut assurer que ces emplois sont et seront des emplois décents au sens de l'OIT ? Et d'ailleurs, la qualité de l'emploi, la qualité de ces emplois recouvre aussi, comme je l'ai dit, un enjeu aussi de professionnalisation du secteur. Les deux sont inséparables. Ne jamais dissocier cet aspect économique de l'aspect social. Alors, la convention de l'OIT, bien connue, la convention 189 sur les travailleuses et les travailleurs domestiques, adoptée en 2011, est précisément pour nous un instrument très important pour s'assurer que ces emplois seront des emplois décents. Cet enjeu est d'ailleurs reconnu dans un des objectifs de développement durable, l'objectif 5.4, de ce détail technique, mais c'est cet objectif précisément qui vise la qualité de l'emploi dans le secteur dans lequel vous opérez, qui correspondent à vos métiers. Le travail décent, donc, dans le care, au sens très large, est aussi à la croisée de deux autres enjeux que j'aimerais mentionner. D'abord celui de l'égalité entre les femmes et les hommes, compte tenu de la prévalence des femmes dans ce secteur. Les femmes sont donc massivement concernées par ce secteur. Elles sont aussi massivement concernées par le travail domestique non rémunéré. Or,
la professionnalisation de ces tâches domestiques non rémunérées qui incombent dans la plupart des cas dans le monde aux femmes, il se trouve que c'est la clé pour lever les obstacles à la participation des femmes à l'emploi dans des pays développés, dans des pays en développement ou dans les pays émergents. C'est une réalité universelle que l'on met chaque année en avant à l'occasion de la Journée mondiale de l'égalité entre les femmes et les hommes. Et selon les estimations du BIT, 650 millions de femmes aujourd'hui seraient empêchées d'accéder au travail, donc d'accéder à l'autonomie, en raison de ces tâches domestiques. L'autre enjeu connexe que je voudrais citer, c'est celui des migrations, qui représente donc un autre enjeu qui marque le développement de l'emploi dans le care, qu'il s'agisse des soins de santé, des soins hospitaliers ou des soins à domicile, parce que les travailleurs migrants sont surreprésentés dans les métiers et forment ce que l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, appelle une chaîne internationale des soins. C'est-à-dire que les travailleurs migrants qui arrivent notamment dans les pays développés pour occuper ces métiers sont remplacés dans leur pays d'origine dans les tâches domestiques, rémunérées ou pas, qui les occupaient jusqu'ici, par d'autres migrants venus d'ailleurs, et ainsi de suite. Et c'est ce qui forme cette chaîne internationale des soins. Donc, enjeu, je crois, connexe à vos réflexions sur prospective, mais qui je crois, est un enjeu important. Donc voilà les quelques réflexions que je voulais simplement partager avec vous aujourd'hui. Et vos débats en cours, j'en suis sûr, contribueront à renforcer notre capacité collective à relever les défis de l'avenir du travail, c'est-à-dire tout simplement à identifier là où nous voulons aller, là où nous voulons conduire nos enfants, les futures générations, et puis surtout contribueront à voir comment vous en donner les moyens. Voilà. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne conférence.